Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer par vous présenter mes plus plates excuses pour le retard. Voilà, c'est un conseil d'administration qui a fini malheureusement un peu plus tard que prévu. Et du coup, comme c'était mon dernier en plus, j'en ai profité pour dire au revoir. Oui, cela promis, je rembourse. Si Twitch me laisse faire, ce qui n'est pas gagné. Alors, bonsoir. Alors, qui on a de beau ce soir? Nous avons FR5124, bonsoir. Nous avons 0x5642 qui est avec nous également. Nous avons Guillaume, nous avons Alblaisance, nous avons René Paul, toujours fidèle au poste. Nous avons Arpenteur également qui est des nôtres. Nous avons Irsla, Mosfet, Almi Suifre, Bubule Master, bonsoir à tous. Nous avons également Voins, Cyrial, Nico, Chavenet. Ben dites-moi, vous êtes bien nombreux et j'ai tout à fait honte de vous avoir fait faux bon. Voilà, excusez-moi encore pour le retard. Alors, attendez, du coup, je n'ai pas eu le temps de tout caler du tout. Je suis vraiment arrivé, j'ai littéralement jeté mon sac et démarré OBS, ce qui fait que rien n'est prêt, comme d'habitude. FR nous dit, j'ai vu passer un guide blame sur le t-shirt à rancune. Hop, voilà. Guide blame ruine l'amitié depuis 2005. Nous avons également Hardman qui est des notes ce soir. Hardman, justement, pour qui, voilà, spécifiquement, je sais que ce n'est pas le seul, mais pour qui spécifiquement a été conçu le programme de ce soir, puisque Hardman a fait partie de ceux qui m'ont un petit peu parlé suite au dernier stream. Et que, en fait, il me disait que pour bien comprendre la place, il aurait besoin d'un petit exemple vraiment pratique de résolution. Et donc, du coup, bonne chose pour toi, Arman, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va illustrer un peu la place en faisant une résolution analytique d'un côté, hein, à l'ancienne. Je vais vous expliquer comment on résout les équations différentielles d'ordre 1. Et on va le faire à la main, et on va le faire avec, toujours à la main, mais avec Laplace, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et vous allez comprendre pourquoi on préfère de loin Laplace. Voilà, donc programme chargé ce soir s'il en est. Alors, attendez, qu'est-ce que nous avons raté dans le chat? Je vois plein de bonsoirs. Tac, tac, tac. Nidou, il avait perdu son téléphone, c'est ça? Ah, bon, apparemment, elle l'a récupéré, donc je suis très, très content pour elle. Manon nous dit, par contre, avant de commencer, il faut faire la place sur son bureau pour mettre une feuille de papier et un crayon. Oui, oui, ça c'est bon jeu de mots d'ailleurs. Mais on va, comment dire, on va s'y mettre. Alors, attendez, laissez-moi installer la caméra pour le papier, justement. Aujourd'hui, on va faire un peu de papier pour que vous puissiez voir à peu près ce qui se passe en termes d'équation. Alors, est-ce que ça va? Ça n'a pas l'air trop mal. J'avoue que j'aimerais bien que vous voyiez un peu plus. C'est pas très net ou c'est moi? D'habitude, je fais tout ça avant le stream. On va essayer. Bon, on verra. On calera au fur et à mesure. J'ai l'impression que l'autofocus est un peu... Oui, si, ça va. Manon nous dit, ce soir, ce stream est un peu la place to be. Ah, joli. On peut en faire avec de la place, hein. Croyez-moi, on peut en faire énormément. Donc, première étape, on va parler d'équations différentielles. Équations différentielles, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu déjà au dernier stream, c'est le cœur de la guerre sur tout ce qui est le cœur du problème, le nerf de la guerre, sur tout ce qui concerne la physique en général et très très souvent l'électronique, qui est une forme appliquée de la physique. D'accord? Et lorsqu'on parle d'équations différentielles, la toute première qu'on peut chercher à résoudre, c'est une des équations vraiment les plus simples,
c'est l'équation pour laquelle vous allez calculer la dérivée de f d'une certaine fonction f par rapport à sa variable. Alors moi, je vais supposer une fonction f de t. Je vais peut-être vous zoomer un peu, vous serez peut-être plus à l'aise. Voilà. Je sais qu'il y a un certain âge ici présent sur ce stream, donc voilà, faut aider. Donc, on va se... Hop, la caméra, l'autofocus a beaucoup de mal. Et tu vas y arriver, petite. Non, oui, non, ne se prononce pas. Bon. Allez. Vas-y. Ça y est, elle a trouvé. Donc, la dérivée de ma variable par rapport au temps égale une certaine constante, que je vais appeler lambda, hein, lambda étant un réel, fois cette même fonction. Ça, c'est une des équations différentielles les plus basiques, les plus simples qu'on puisse imaginer. Sauf que là, c'est pas forcément intuitif du premier coup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les équations différentielles, le problème ici n'est pas de trouver t, d'accord? Le problème est de trouver une fonction f de t qui obéit à cette équation. Alors, FR nous demande comment on détermine lambda. Et bien là, justement, on suppose lambda connu, c'est-à-dire que c'est une classe de problème qu'on étudie. Donc, tu peux te dire que lambda vaut la valeur que tu veux pour l'instant. Par exemple, on pourrait imaginer résoudre d rond f sur d rond t égale 5 fois f. Voilà. Donc, Manon, si tu commences. Manon nous dit, en plus, t, il est facile à trouver, il est juste à côté du d. Alors, c'est pas un d, c'est un d ronde. Voilà. D'ailleurs, que je fais toujours très très mal, parce que moi, je le dessine en 2 traits, alors que normalement, le d ronde, c'est vraiment quelque chose qui se dessine en un seul tenant. Voilà, mais bon, ça, c'est ma graphie habituelle, donc je suis déjà tout déconcentré, je vais essayer de ne pas me disperser pour si peu. Alors, bah, en fait, si vous regardez, il n'y a pas une seule solution à cette équation. D'accord? Il n'y a pas une seule solution à cette équation, c'est-à-dire qu'en fait, il en existe toute une famille. Si vous prenez n'importe quoi de la forme f de t égale k exponentielle lambda t, d'accord, et que vous vous amusez en fait à le dériver, en fait, vous obtenez df sur dt, ça vaut lambda k exponentielle de lambda t, et ici, je reconnais bien le f que j'ai choisi au départ. Donc on peut bien vérifier que j'ai bien df sur dt égale lambda f de t. Donc en fait, la solution de notre équation différentielle, ce n'est pas une fonction, mais toute une famille de fonctions. D'accord? C'est-à-dire que, quel que soit le cas, quelle que soit la valeur de k, en fait, vous allez avoir une fonction qui obéit à cette équation. Alors, FR 5124 nous dit, ouf, ça se complique là. Ne t'inquiète pas, FR, on va y aller doucement. Hein. C'est pas le but, c'est pas de vous perdre, d'accord? C'est tout simplement de vous emmener sur une première classe d'équations différentielles tranquille, parce qu'on va en avoir besoin pour faire la suite. PDP Maker nous dit, l'exponentielle sort d'où? Ah ben alors, l'exponentielle, c'est moi qui l'ai posé, c'est-à-dire que je vous ai dit, la forme que vous avez à votre problème. Voilà. Toutes les fonctions qui répondent à à cette équation différentielle-là, sont de cette forme-là. Donc tu peux poser ça comme un théorème, tu peux dire, voilà, c'est moi qui l'ai posé. Tu veux ça? Eh bien, les mathématiciens te disent, la solution est de cette forme-là, et il n'y a pas qu'une seule fonction qui va marcher. Tu peux prendre k égale 1,
ça fonctionne. Tu peux prendre k égale 2, ça fonctionne. Tu peux prendre k égale 3,1459, ça fonctionne toujours. Voilà. Donc du coup, les solutions des équations de ce type-là, où lambda est un réel, sont de la forme k exponentielle lambda t. Voilà. Ça, c'est le premier théorème très important dans l'univers des équations différentielles. C'est c'est la solution générale en fait. Hein. Ça, c'est une forme de solution générale qui vous dit, voilà, ce qu'on fait apprendre aux étudiants, c'est la solution de ce type d'équation-là à cette tête-là. Voilà. Arpenter nous dit, elle sort de ça marche donc c'est bon. Alors déjà oui, il y a un côté ça marche donc c'est bon, mais on démontre également qu'il ne peut pas y en avoir d'autres, etc., etc. D'accord ? Donc je ne veux pas transformer ça en un gros cours de maths. Le but, c'est juste de vous donner des notions. Et donc, les équations de cette forme-là, solution générale, c'est cette tête-là. Oui, c'est vraiment, Macaulay a raison, c'est une solution, entre guillemets, sortie du chapeau. C'est-à-dire que là, c'est moi qui vous la donne. Vous pouvez vérifier, et je l'ai vérifié avec vous, qu'une équation là obéit bien à l'équadif. Donc, ceci est bien une solution de celle-là. Ce que je ne vous ai pas démontré, c'est que la seule solution de celle-là, c'est celle-ci. C'est exactement ça, Arpenter. McCall et Arpenter ont raison. Ils forment un très bon duo sur ce coup-là. McCall nous dit c'est une résolution sortie du chapeau. On teste et on voit que ça marche, donc c'est ça. Et Arpenter rajoute et des matheux trapus te disent qu'il n'y en a qu'une seule de solution. En fait, qu'il n'y en a qu'une seule famille. Voilà. Donc, Wunsch nous dit c'est quelle année d'étude l'utilisation bête comme ça et la démonstration. Alors, l'utilisation bête de mon époque lointaine, car il faut savoir que j'ai connu les brontosaures qui couraient dans les prairies heureuses et libres, l'utilisation se faisait à l'époque en terminale S, donc dans les années 80, ça devait être 95, quelque chose comme ça. Voilà. Et la démonstration de la solution générale, de son unicité, etc., on la faisait, si ma mémoire est bonne, en prépa en première année. Donc voilà, que j'ai dû le faire en 96. Maintenant, je pense que les deux sont au programme de la sup, de la maths sup, à mon avis. Voilà. Donc, on a une première équation intéressante, voilà, c'est notre premier contact avec une équadif, et on voit que, à la différence des équations habituelles, là, l'inconnu est une fonction. Et que, globalement, ces fonctions, en fait, ce n'est pas une solution, mais c'est une famille de solutions. C'est-à-dire, c'est vraiment, toute valeur de k me permet de générer une fonction qui répond bien à ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, on peut s'attaquer à des équations différentielles qui sont un petit peu plus poilues. Par un petit peu plus poilu, j'entends les équations qui ne vont pas être de cette forme-là, mais plutôt de la forme a fois une dérivée plus b fois la fonction elle-même. Alors, je ne précise pas, mais c'est 2t à chaque fois. Égale une certaine fonction g de t. Voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai exprimé, comment dire, de la manière la plus générale possible. Alors là, les matheux, et là on va s'amuser à y réfléchir un petit peu. Alors, PDP Maker nous dit ce qui caractérise une équadif, c'est une fonction plus sa dérivée. Exactement, PDP Maker. Une équation différentielle, c'est une équation qui fait rentrer en jeu une fonction et une ou plusieurs dérivées. C'est-à-dire que tu peux avoir des dérivées premières, secondes, troisième, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, c'était une équation qui ne faisait rentrer en compte que la dérivée première. Voilà, mais qui était assez simple. Ça, c'est une forme un peu plus générale. C'est-à-dire que là-dedans, tu vois déjà, il y a beaucoup plus d'équations qui rentrent dans ce modèle-là.
Et c'est un cas généralisé de celui-ci, en fait. C'est bon? En fait, si tu veux t'en convaincre, hein, tu poses g de t égale 0, et en fait, tu peux remettre ça sous la forme des ronds f sur des ronds t égale moins b sur a f de t, et le moins b sur a, c'est ton lambda. Donc tu vois, si je n'ai pas un 0 ici, dans ce cas-là, je ne peux pas me réduire à ce cas-là. Alors, Admissuif nous dit, pour les non matheux, est-ce qu'il est possible de nous donner un type pour repérer la dérivée? Alors, la dérivée, elle se note soit sous cette forme-là, ça c'est ce qu'on utilise en général dans les études post-bac, soit elle se nomme prime. Tu as peut-être plus vu ça en première ou en terminale sous la notation prime. Voilà. Donc, il existe des règles de calcul hein, pour les dérivées. En fait, c'est une... voilà, c'est une... comment dire? C'est un calcul qui se fait quasiment de manière automatique. Ah, ça te parle plus le f', d'accord. Bon, voilà. Bon, je peux l'écrire sous forme de f' si vous préférez. Moi, j'ai pris le parti de vous mettre des d sur dt. Ça veut dire je dérive par rapport à la variable t la fonction f. Voilà. Tout simplement parce que jusqu'en terminale, on a en général que des f de x. Donc on ne se pose pas trop la question de par rapport à quoi on dérive. Sauf que à partir de la terminale, et en électronique, vous y aurez le droit souvent, on a des f de u, de i, de p, de w et de t. Et donc pour savoir par rapport à quelle variable on dérive, eh ben, on le précise dans la notation. Exactement, Arpenteur. Si on met un... Alors, il y a une notation encore qui existe aussi, c'est s'il n'y a qu'une seule variable, on peut noter des droits. Voilà. Alors, les mathématiciens, ils utilisent quoi, nous dit Manon? Généralement, le dédroit ou le déronde, en tout cas pour les matheux, on va dire, voilà, qui ont dépassé l'époque romaine et qui travaillent avec des outils modernes. Alors, ceci étant dit, bon, je me permets de le barrer, mais c'est juste pour pas que ça vienne vous mélanger avec la suite. Hein, c'est tout à fait correct. Alors, PDP Maker nous dit des droits ou des rondes, c'est différent. En fait, quand je lis des droits, ça veut dire que f est une variable à une seule. Alors, t'imagines, j'ai une variable f de t, qui a t associe t carré plus 1. Voilà. Là, il ne peut pas y avoir de doute par rapport à quelle variable je dérive. Donc en général, je peux écrire f' de t ou je peux écrire df sur dt si je veux préciser un peu les choses, parce que de toute façon, ce n'est une variable ce n'est une fonction pardon, qui a une seule variable. Si par contre j'ai un f de u et de v, voilà, qui a uv associe, je dis n'importe quoi, u carré plus v carré plus 1. Là, la question se pose beaucoup plus. Est-ce que je suis en train de travailler par rapport à la variable u ou par rapport à la variable v? Voilà. Et donc, résultat des courses, on l'écrit d ronde f sur d ronde u. En fait, ça veut dire je dérive par rapport à la variable u, et le fait que ce soit d ronde, c'est parce que f dépend de plusieurs variables, et pas d'une seule. C'est bon? Voilà. Donc, au final, moi, je me mets dans le cas général. Voilà. Mais vous pouvez écrire des droits ou f' pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça ne changera strictement rien. Alors, regardons un petit peu cette équation-là dans les yeux. En fait, quand vous avez une équation de ce type-là, d'accord, on va l'écrire, on va la résoudre en deux temps. PDP Maker nous dit « Ok, ça serait faux d'écrire df sur du, ce serait compréhensible, mais ça induirait en erreur PDP Maker, parce que si on voit en d droit, le lecteur se dit tout de suite, le f n'a qu'une seule variable. » Donc, vraiment, la notation correcte, ce serait d. Alors, lorsque je veux travailler sur cette équation-là, en fait, regardez bien,
on va dire que f, c'est la somme de deux solutions. La première solution, ça va être une solution particulière à cette équation-là. C'est-à-dire, vous vous souvenez, je vous ai dit, généralement, ce n'est pas une solution, c'est une famille qui va dépendre du choix de la variable. Donc, première étape, on va trouver une solution particulière. Cette solution particulière, je vais la noter FP. P de T. Donc ça suppose déjà que j'en trouve une. Ce qui n'est pas forcément facile. Deuxième étape, on va trouver la solution de l'équation sans le second membre. D'accord? Donc ça, en général, c'est ce qu'on appelle la solution générale. Donc on va trouver la solution générale de l'équation sans la partie de droite. C'est-à-dire qu'on va chercher FG tel que A d rond FG sur d rond T plus B FG égale 0. Une fois qu'on a ces deux solutions-là, eh bien, la solution de votre équation, c'est en fait la somme de la solution particulière plus de la solution générale. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer ça? C'est facile. Regardez bien. Réécrivez ça tranquillement. Vous allez avoir... Hop. Première chose, j'ai dit que j'avais une solution particulière. Donc j'ai A d rond FP sur d rond T plus B FP égale G de T. Et ensuite, j'ai la solution particulière, j'ai la solution générale, pardon, j'ai la solution sans le membre de l'équation de droite. A d rond FG sur d rond T plus B FG égale 0. Si je somme les deux, j'obtiens A d rond FP sur d rond T plus d rond FG sur d rond T plus B FP plus FG égale G de T. D'accord? Et donc, je peux écrire ça grand F. Ça me fait A d rond grand F sur d rond T plus B grand F égale G de T. Donc vous voyez bien que si je trouve la solution particulière, donc juste un exemple, d'accord, et la solution générale sans le membre de droite, en fait, par sommation, la somme des deux obéit elle aussi à l'équation. Manon, elle essaie de se faire mettre au coin pendant le cours. Ne dérange pas tes petits camarades. J'ai Arpenteur qui fait le moniteur à côté. C'est bon pour tout le monde, ça? Vous voyez bien cette construction? Si j'ai une solution, au moins une, et que j'ai la solution générale sans la partie de droite, eh ben, je sais construire toutes les solutions que je veux à l'équation.
Donc on peut s'amuser, hein, on peut faire un exemple si vous voulez, ça pose pas de problème majeur. Attendez, je récupère. Tac, 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 tac. Je récupère mon cours. Est-ce que j'ai un exemple quelque part? Sinon, on peut le faire simplement. On va faire un exemple tout bête. Alors, regardez. On va prendre par exemple 3 fois des ronds F sur des ronds G, sur des ronds T, pardon, plus F égale, puis comme fonction G, on va mettre un truc hyper simple. Par exemple, moins 5. On va y venir après, avec une tension, un temps et tout. Pour l'instant, je vais déjà la résoudre dans le cas le plus simple possible. Première chose, je cherche une solution particulière. Alors, quand vous cherchez la solution particulière, toutes les astuces sont bonnes. D'accord? C'est jamais facile. Là, regardez, si je prends par exemple un f de t égale une certaine constante, que je vais appeler, je sais pas moi, nu. D'accord? Dans ce cas-là, la dérivée de f par rapport au temps, vu que c'est une constante, elle vaut 0. Et donc, pour cette solution particulière-là, j'ai 3 fois la dérivée, j'ai dit que c'était 0, plus nu, égale moins 5. Ce qui me fait donc, tout ça s'en va, nu égale moins 5. Donc, ma première solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est en fait de dire f de t, alors je vais l'appeler particulière, égale moins 5. Et j'ai déjà un premier élément de la réponse. Je continue. Deuxième étape du calcul, je dois résoudre l'équation sans le membre de droite. Donc ça va me faire 3 fois des ronds f, je vais l'appeler général, sur des ronds t, plus fg égale 0. Sauf qu'en fait, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle carrément la première famille d'équations. D'accord? Ah oui, tu veux qu'on t'enlève le chat? Pas de souci. Hop, laisse-moi une demi-seconde, je te fais ça de suite. Tac, voilà. Ça nous rappelle la première équation qu'on a vue, regardez. Il y a un d rond f sur d rond t, il y a un f, il suffit de faire passer le f de ce côté-là, de faire passer le 3, et on aura un lambda, et ça nous va bien. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. On va en fait écrire d rond f sur d rond t égale moins 1 tiers de f de g. Et ça, c'est l'équation qu'on a vue en début de stream, dont on connaît la solution générale. Donc on peut dire que les solutions, elles sont de la forme f g de t égale k exponentielle moins 1 tiers de t avec k qui est un réel. Est-ce que tout le monde est toujours avec moi? Est-ce que j'en ai perdu en route là? Dites-le moi hein, si c'est le cas. Le ventilateur, je me bats un petit peu avec les feuilles. Ça va?
Je suis désolé. FR nous dit, ouh, ça tape sévère. Qu'est-ce qui tape sévère? Moi sur le micro ou l'exo? Alors, je continue. Maintenant que j'ai les deux, il me suffit de les ajouter. Donc la solution de mon équation, c'est en fait f de t égale la solution particulière, donc ici c'est moins 5, c'est facile, plus k exponentielle moins 1 tiers de t. PDP Maker nous dit 36 personnes à regarder des résolutions des quadifs en direct, j'adore Twitch. Alors moi aussi, j'aurais aimé jamais imaginer une minute que ça puisse intéresser des gens, à part moi. Voilà. Et là, vous savez résoudre une équation d'ordre 1. Electron nous dit « Salut, je viens de découvrir la chaîne et j'adore. On peut m'expliquer le but là ?» Alors, le but, Electron, c'était d'expliquer en fait déjà les équations différentielles parce que en électronique, on a un certain nombre de circuits dont on veut étudier le comportement par rapport au temps. La charge d'un condensateur ou un ampli hop qui est rebouclé sur lui-même, etc. Et donc, en fait, pour faire ça, il y a un outil qui est génial qui s'appelle la transformée de Laplace. Mais pour bien comprendre la transformée de Laplace, il faut déjà comprendre d'où elle vient. Donc en fait, il faut arriver d'abord du monde des équations différentielles. Donc on travaille avec les équations qu'on appelle du premier ordre. Voilà, ça c'est les équations du premier ordre. On voit qu'on arrive à les résoudre, d'accord? Qu'il y a une méthodologie en fait. Voilà. Et ensuite, on va voir combien Laplace, justement, nous facilite la vie et nous évite complètement de résoudre tout ça. Parce que c'est quand même très très moche. Voilà. Alors, Toine nous dit il y a des centaines de personnes à regarder une fusée rouler à 5 km/h pendant 3 heures. Oui, c'est vrai, Toine. Merci de me rappeler, moi, à mon humilité. Alors, maintenant qu'on a écrit ça, on a vu la méthodo. La méthodo, pour les équations du premier ordre, elle est hyper simple. Hein. C'est une solution particulière, c'est là que c'est en général chiant. Puis la solution de l'équation sans le second membre, avec un 0 à droite. Et quand on fait la somme des deux, on a la solution générale. Je suis plus qu'activant que la fusée. Merci, Toine. Alors, ceci étant dit, vous voyez que je n'ai pas encore déterminé le cas. C'est-à-dire que pour l'instant, toutes les fonctions, toutes les valeurs de k, d'accord, amènent à une solution qui résout bien mon équation différentielle. D'ailleurs, on peut le vérifier quand même, parce que là, je vous ai dit que c'était ça la solution. Vous êtes très gentil et vous m'avez cru sur parole. Ceci étant, voilà, on n'est pas de l'ordre de la religion, d'accord? Donc on va vite fait vérifier que notre solution, elle est bien bonne, d'accord? Alors allons-y gaiement. Si j'écris f de t égale moins 5 plus k exponentielle moins 1 tiers de t. La dérivée, ouais, je vais vous faire plaisir, je vais mettre un prime. Ça vaut moins 5, c'est une constante additive, donc ça vaut 0. Plus une constante multiplicative, elle est conservée quand je dérive. Exponentielle de moins 1 tiers de t, ça fait fois moins 1 tiers fois exponentielle de moins 1 tiers de t. Donc ça fait, si vous préférez, moins k sur 3 exponentielle de moins 1 tiers de t. Alors si je reprends l'expression qui était là, 3 fois la dérivée plus f,
Ça fait donc 3 fois moins k sur 3 exponentielle de moins 1 tiers de t plus f, donc moins 5 plus k exponentielle de moins 1 tiers de t. Ce qui fait donc 3, que divise 3? Là, ça se simplifie. Donc ça fait moins k exponentielle moins 1 tiers de t, moins 5, plus k exponentielle moins 1 tiers de t. Donc on voit que ce terme-là et celui-ci se simplifient. Et donc tout ça fait moins 5. Ce qui est bien ce qu'on voulait. Donc notre solution est bien valide. D'accord? Notre solution est bien une solution de l'équation différentielle, quelle que soit la valeur de k. C'est bon pour tout le monde? La vraie question, c'est comment on détermine la valeur de k. Alors, comment on détermine la valeur de k? En fait, pas avec cette équation-là. Cette équation-là ne vous suffit pas à trouver la valeur de k. D'accord? Parce que toute valeur de k m'amène bien une solution. Comment je vais faire? À votre avis, comment je détermine k? Qu'est-ce qui peut me donner une valeur à k? Bah oui, Arpenteur. Exactement, Arpenteur, il a mis le doigt dessus. Avec une valeur de f en un point. C'est-à-dire qu'une une équation différentielle n'admet pas une solution unique. Mais à mon équation différentielle, je peux rajouter des conditions. Vous allez voir ça quand on va le résoudre en pratique sur le circuit RC. Quand j'introduis des conditions, bah une condition, ça peut être par exemple que AT égale 0, f de t égale, je ne sais pas moi, égale 2. Voilà. Et donc ces conditions-là, elles vont m'emmener à sélectionner parmi toutes les solutions possibles une valeur de k particulière. Voilà. Donc pour déterminer les constantes, et je vous avais dit tout à l'heure, on verra plus tard, ben voilà, on arrive au plus tard. Pour déterminer les constantes dans votre solution, vous avez besoin de ce qu'on appelle les conditions limites. Vous avez besoin de points de la fonction dont vous connaissez soit la valeur de la fonction, soit la valeur de la dérivée. Sinon, vous êtes cuit. Vous ne pouvez pas déterminer quel est le cas en particulier qui s'applique à votre problème. Un petit exemple? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, ne se prononce pas. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors PDP Maker nous dit, est-ce que K est unique ou K est multiple? Alors, quand je considère juste l'équation différentielle, K est multiple. Plein de valeurs de K, toutes les valeurs de K sont admissibles et résolvent bien cette équation différentielle-là. Pourtant, ton circuit, à un moment, il n'est pas quantique. Il a choisi une certaine valeur du voltage et pas toutes les valeurs de voltage. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il est parti sur cette valeur-là et pas une autre? C'est parce que ton montage, il a une équation fondamentale et il a des conditions. Par exemple, la condition, c'est à t égale 0, j'ai mis l'alimentation. Voilà. Et donc, c'est ces conditions-là dont tu auras besoin pour trouver la valeur de k qui donne la solution à ton montage physique. Voilà. Un exemple simple. Vous voyez, regardez. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas la péter parce que ça m'est déjà arrivé de l'exploser en plein live. Enfin, en plein live, en plein cours. Prenez une règle. La règle, si je trace comme fonction le f de u qui me donne la hauteur, vous voyez que en fait, je ne peux pas faire n'importe quel mouvement.
La mécanique me dit que j'ai certains mouvements qui sont possibles. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux avoir quelque chose qui est comme ça, ou je peux avoir quelque chose qui est en forme de S, voilà, qui fait des oscillations. C'est toujours la même règle. Je n'ai pas changé ces règles, j'ai pas changé les lois de la physique. Les lois de la physique sont représentées, sont intégrées dans l'équation différentielle qui régit le comportement de mon objet. Par contre, ce qui change, c'est les conditions que j'ai imposées à chaque côté. Regardez ma main, elle a une certaine position. Voilà. Maintenant, si au lieu de faire ça, j'en mets une dans un sens, une dans l'autre, vous voyez que la solution choisie n'est plus la même. Voilà. Donc ce problème, exactement, Arpenteur, ça s'appelle la poutre en flexion. C'est un exemple classique de résolution d'équations différentielles. Et vous voyez bien que la solution, parmi toutes celles possibles sur ma règle, est imposée uniquement par les valeurs que je mets à chaque bout de la règle, avec mes doigts. Donc je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça, etc., etc. C'est quand je fais changer les conditions aux limites que la solution qui s'impose n'est plus la même. Voilà. Donc là, vous avez un bel exemple physique d'équation différentielle. Allez, on se fixe un petit problème classique. On va repasser, hop, sur le crayon, d'accord? Et on va se donner un système du premier ordre, alors ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez. On se donne quoi? Allez, on va se donner une résistance, un condensateur. Le très traditionnel problème de la charge du condensateur. Donc, vous avez une alimentation. Voilà, qui vous génère une tension E de T. Oui, le filtre RC. Mais là, on ne va pas s'en occuper en tant que filtre, Hardman. On va s'occuper non pas au régime permanent, mais au régime transitoire, à ce qui se passe quand le condensateur se charge ou quand le condensateur se décharge. Voilà. Donc, j'ai une tension E de T qui est appliquée à mon système, d'accord? Et je vais choisir que E de T en fait, au départ, il vaut 0. Et à t égale 0, hop, je mets la tension. Voilà. Et donc, je me retrouve avec une tension qui vaudra une certaine valeur, ce que vous voulez, que je vais appeler E0. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton de la lime stabilisée. Alors, ce que nous, on va surveiller, c'est la tension aux bornes du condensateur, qu'on va appeler UC de T. On va également se donner 2-3 petites notations, histoire de s'en sortir. C'est-à-dire qu'on va, hop, considérer l'intensité et la tension dans la résistance UR de T. Voilà. Donc là, on peut écrire 2-3 petites choses. Première chose qu'on peut écrire, c'est la loi d'Ohm. C'est-à-dire que U égale R fois I, d'accord, où R est la valeur du condensateur, C est la valeur... Oula, j'ai du mal ce soir. R est la valeur de la résistance, C est la valeur du condensateur, d'accord? Donc j'ai UR à tout instant, à T, égale R fois I de T. Je peux également écrire, d'accord, la petite relation qu'on écrit d'habitude, c'est-à-dire que le Q de l'armature positive, la charge de l'armature positive, c'est C fois la tension aux bornes du condensateur, et que quand je dérive ça par rapport au temps, ça me fait dQ sur dt, ce qui s'appelle aussi I de T, c'est C
DUC sur DT. Dernière chose, j'ai déjà une première relation qui vient de ma loi d'Ohm, une deuxième relation qui vient des lois sur mes condensateurs, et ensuite je peux écrire une loi d'émail, c'est-à-dire que pour aller de là à là, bah c'est E de T, ou c'est UC plus UR. Donc je peux écrire UR de T plus UC de T égale E de T. Ça va? Et ensuite, bah, UR c'est RI. Et il se trouve que I, c'est C DUC sur DT. Donc ça nous fait donc RC DUC sur DT plus UC égale E de T. Et là, vous voyez qu'on a écrit les règles qui régissent mon UC et que c'est une équation différentielle du premier ordre. Vous voyez bien la forme, une constante, fois une dérivée, plus une constante qui vaut 1, fois la fonction elle-même, égale un E de t, voilà, qui est une fonction ici, qui a une drôle de tête. Voilà. Ça va pour tout le monde? Donc, hop. Je refais la dernière ligne. Bien, regarde, tu as RUR, c'est RI, plus UC égale E, et le I, tu introduis en fait la relation qui est là. Regarde, dQ sur dt, c'est I de t, c'est en fait C DUC sur dt. Donc tu remplaces le I par C DUC sur dt. Dans cette équation-là, ça te fait RC DUC sur dt plus UC égale E. Voilà, le I est devenu ce terme-là. Est-ce que tout le monde est là? So far, so good? Ouais! Bon, ça a l'air d'aller. Alors, comment on résout ça? Eh bien, je vous le rappelle. Première étape, on choisit une solution particulière. D'accord? Deuxième étape, on résout l'équation sans le second membre. Et ensuite, on sait que c'est la somme des deux qui va être notre solution générale. Du coup, comment est-ce qu'on va faire? Solution générale. Solution particulière, pardon. Qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous avez une petite idée? On va pas s'embêter, regardez. Notre signal, il est constant. Donc on va travailler sur T positif. Parce que de toute façon, c'est ce qui m'intéresse. Sur T positif, E de T vaut E0. Donc en fait, ça nous donne RC DUC sur DT plus UC égale E, qui ne dépend pas du temps. Et on va chercher quelque chose de la forme UC égale constante. Si je prends quelque chose qui est UC égale constante, alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, UC égale, je sais pas moi, comment on l'a appelé tout à l'heure, alpha.
Dans ce cas-là, la dérivée est nulle. Donc ça annule tout ce terme-là, et vous avez UC égale E0. Donc on ne se casse pas la margoulette, on a une solution particulière qui marche bien en prenant simplement la valeur de la tension. Maintenant, deuxième étape, on résout l'équation sans le second membre. Alors on appelle ça souvent l'équation homogène. Je vais dire sans second membre. Dans ce cas-là, j'ai RC DUC sur DT plus UC égale 0. Ce qui me donne, là, on ressort la toute première partie. D'accord? La toute première partie, c'est de dire qu'en fait, UC est de la forme K exponentielle RCT. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, comme le Racing Club de Toulon, tout pareil. J'ai fait une erreur, moi. Moins. Non, pardon. Tac, tac. Moins 1 sur RCT. Tac. Je dérive. Ouais, ce sera mieux comme ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On continue. On continue. Du coup, je suis capable de sortir la solution générale. Elle est de la forme de la somme des deux. Donc c'est UC de T égale E0 plus K exponentielle moins 1 sur RC fois T. Mais là, pour l'instant, il me reste 7 bon sens de variables. « 1 sur RC. En fait, il faut que tu la réécrives comme ça pour PDP. Il faut que tu l'écrives. Pour pouvoir utiliser ce qu'on a utilisé au premier, il faut que tu écrives DUC sur DT égale moins 1 sur RC UC. Et donc là, le lambda, c'est ça. C'est moins 1 sur RC. Donc du coup, tu arrives à K exponentielle moins 1 sur RCT. Donc l'équation que tu cherches à résoudre, on est d'accord, hein, c'est celle-ci. Ah, l'étape juste avant le 2, cette étape-là? Mais en fait, comme tu avais une dérivée qui valait 0, c'est RC fois 0. Voilà. Puisqu'on doit trouver une solution particulière, nous, on a choisi de dire, on va prendre la solution qui est constante. Et pour une constante, la dérivée est nulle. Voilà. Donc du coup, ça nous amène à UC égale 0. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Donc notre solution générale, on l'a.
Elle est de la forme UC de t égale solution particulière plus solution de l'équation sans second membre. Alors, maintenant il reste à définir le cas. Là, c'est la physique qui va nous aider. On va aller chercher les extrémités. Les extrémités sur notre schéma, c'est où? C'est pas à l'infini, enfin ça pourrait. Mais nous, on commence à t égale 0. Or, à t égale 0, le condensateur est déchargé. Donc à t égale 0, UC de t doit valoir 0. Ça, c'est ce qu'on veut. Parce que la physique nous l'impose. Donc, UC de t, on a dit qu'il était de cette forme-là, et à t égale 0, il doit valoir 0. Donc ça veut dire que exponentielle, enfin, E0, pardon, plus K exponentielle de moins 1 sur RC 0, vu que t vaut 0, doit être égal à 0. Ça, c'est le UC de t, écrit en t égale 0. Ça fait donc E0 plus K fois exponentielle de n'importe quoi fois 0, 0, égale 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça fait E0 égale moins K. Ou si vous préférez, K égale moins E0. Et du coup, vous voyez, d'une famille de solutions, à cause de la condition aux limites, on en déduit la valeur de K. C'est moins E0. Donc UC de t, il vaut en fait E0 moins E0 exponentielle de moins 1 sur RC fois t. Ce qu'on peut factoriser en E0 facteur de 1 moins exponentielle de moins 1 sur RCT que vous croiserez dans tout livre d'électronique. FR nous dit c'est tellement facile quand c'est Rancune qui fait le boulot. Amusez-vous à essayer de le refaire. Vraiment, c'est pas si compliqué que ça. Et puis vous pouvez reprendre les équations au calme de votre côté. Vous allez voir que vous en êtes capable. Vraiment, j'insiste dessus, vous en êtes capable. Cette équation-là, d'accord, en fait, si je la trace, je vais obtenir, hop, je vais essayer de trouver la couleur, ce serait bien, pas du bleu, voilà. Je vais obtenir l'équation de la charge d'un condensateur. Et donc vous avez le UC de T. Donc vous voyez le... Ah, PDP Maker nous dit la deuxième ligne qui se termine avec 0, j'ai pas bien compris. Donc, tu te places, tu sais que à t égale 0, UC de T vaut 0. Donc tu injectes t égale 0 dans cette équation-là pour avoir UC de 0. Ça te fait E0 plus K exponentielle de moins 1 sur RC fois T, et T vaut 0. Voilà. Du coup, une fois que tu as écrit ça, 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Donc ça fait E0 plus K fois exponentielle de 0 égale 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça fait E0 égale moins K ou K égale moins E0. Voilà. Et donc là, vous avez réellement l'équation de charge du condensateur. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'au final, c'est quand même relativement fastidieux. Voilà, les systèmes du premier ordre, c'est quand même passablement long à faire. Voilà, Hardman, c'est ça. Tu dois retenir une chose, c'est pour les équations d'ordre 1, solution générale égale solution sans second membre plus solution particulière. Voilà, Hardman l'a très bien résumé. Voilà, je le mets dans le chat. Voilà, comme ça au moins, les gens qui verront le replay verront le commentaire de Hardman. Bon,
Ce que je vous propose de faire, puisque bah, notre but quand même c'est de travailler avec la place, ça va être de résoudre cette équation-là, puisque c'est elle qui nous intéresse, d'accord, dans le domaine de la place. Donc, on va refaire le même travail avec la place. Donc, notre équation, c'est RC DUC sur DT plus UC égale E. D'accord. FR5124 nous dit, en parlant de replay, c'est normal qu'il manque les derniers sur YouTube. Je me confonds en excuses. J'ai juste un gros retard dans le montage. PDP Maker nous dit, si ET était un sinus, ce serait la même démarche, mais en plus compliqué. Exactement. Tout à fait, PDP Maker. C'est-à-dire que quand tu as un sinus à droite, la partie chiante, c'est de trouver la solution particulière qui marche bien. Voilà. Il y a des techniques pour le faire. Mais là, on s'en sortirait pas à si bon compte. Alors, pour reprendre sur les vidéos de YouTube, j'essaierai de les uploader le week-end prochain. Promis. J'ai encore, voilà, c'est ma dernière semaine un peu compliquée. Une fois qu'on a passé les conseils des différentes promos, là, et en fait, c'est après-demain. Promis, je rattrape mon retard et je vous upload tout ça. Allez, on va passer dans le domaine de la place. D'accord. On va passer dans le domaine de la place pour résoudre exactement la même chose. Dans le domaine de la place, d'accord, on peut beaucoup moins s'embêter. Pourquoi on peut beaucoup moins s'embêter? Eh bien, tout simplement parce que la place vous simplifie considérablement tout ce qui va être dérivé. D'accord? Alors, comment... Attendez, je vérifie un petit peu... Ouais, on va faire ça assez fastoche. Touk. Bon, je me lance et on verra bien. Alors, on va même le généraliser. On va écrire E de T. D'accord? Donc, première règle, d'accord? La convolution. La convolution, bah, vous le savez, c'est fondamentalement traduit dans la place sous forme d'une multiplication. Et tout ce qu'on a vu la dernière fois nous a amené à nous dire que finalement, la dérivée, c'était pas super compliqué. C'est-à-dire que la dérivée, ça consistait à dire que si UC de T avait pour transformer UC de P, d'accord, eh bien, dérivée, la dérivée avait pour transformer P UC de P, moins, si vous vous rappelez, les conditions initiales. Et il se trouve que nos conditions initiales, c'est 0. Donc en fait, ça, on va même pas s'embêter. Du coup, ça nous fait écrire P RC UC de P. Voilà, je viens de dériver le terme en UC. Plus UC de P égale... Bon, il va nous falloir transformer en fait l'entrée échelon. Notre entrée échelon, c'est E0 que multiplie l'échelon unitaire. Et la transformée de la place de l'échelon unitaire, eh ben, il se trouve que c'est 1 sur P. Donc en fait, ça va nous faire E0 fois 1 sur P.
Donc ça, c'est un échelon. Bon, une fois qu'on a écrit ça, on peut donc dire que finalement, hein, le UC de P, il s'écrit assez facilement. UC de P, facteur de 1 plus P fois RC, égale E0 fois 1 sur P. Et donc, on va se retrouver avec UC de P égale E0 sur P facteur de 1 plus PRC. Bonne nuit Guillaume. Alors, attendez, je rattrape un peu le chat. FR nous dit, question con. Il n'y a pas de question con, FR. Laplace et Fourier, on peut les utiliser pour un objet qui dérive à la surface de l'eau. On peut les utiliser en fait pour tout. Alors, Fourier pour toute fonction périodique, ou en tout cas, on va même l'étendre pour des fonctions non périodiques. Laplace pour tout ce qui est transitoire, mais oui, ça sert également, notamment à la modélisation des liquides, donc les phénomènes de vagues, etc. On peut travailler avec. Donc il n'y a pas de limitation forte à cette chose-là. Donc là, regardez, tac, voilà, fin de la résolution. J'ai la tête de la réponse. Bon, j'ai la tête de la réponse dans l'univers de Laplace. Donc il reste en fait pour l'écrire proprement à réussir à revenir euh, dans l'univers temporel. D'accord? Alors, il y a une technique hein, pour faire ça, c'est qu'en fait, on va l'écrire sous une forme de somme d'éléments simples. Donc on peut le faire pour toute fraction rationnelle, je vous passe un peu les mathématiques qui sont dessus, mais on peut l'écrire sous la forme une certaine constante sur P plus B fois 1 plus RCP. Voilà. Ça se décompose, en fait, une fraction rationnelle comme ça se décompose fondamentalement de cette manière-là. Alors, je vous passe là aussi sur les calculs. En fait, ils ne sont pas très compliqués à faire. Hein. Il suffit de les remettre au même dénominateur et d'identifier ensuite avec les termes qui sont là. Vous voulez peut-être qu'on le fasse? Ouais, je suis gentil aujourd'hui. Je prends le temps de le faire. Donc, bon, pour arriver à déterminer A et B, je ramène ça au même dénominateur. Donc ça me fait A facteur de 1 plus RCP plus B fois P sur P facteur de 1 plus RCP. Ce qui fait donc A plus P facteur de B plus ARC égale P sur 1 plus RCP. Ce qui nous fait donc, en fait, par identification, vous voyez, ce terme-là doit être égal à celui-là. J'ai le même dénominateur là, donc il faut que les termes en haut soient les mêmes. Là, j'ai un terme en P fois quelque chose, et là, j'ai un terme sans P. Du coup, le sans P, là, le A vaut E0, et le B plus ARC doit valoir 0. Voilà. Donc ça me fait A vaut E0, et B plus, alors le A, je le remplace directement par le E0, donc B égale moins E0 RC. Et vous avez les deux termes qui vont là-haut. Donc notre transformé se simplifie sous la forme E0 sur P moins E0 RC sur 1 plus RCP. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ces termes-là, ensuite, eh bien, ce sont des termes qui sont simples. Du coup,
Euh, pour réussir à les prendre, cette fois-ci, il nous suffit tout simplement d'aller dans la table, d'accord, des transformés de Laplace. Donc, hop, je le réécris proprement, parce que là, j'ai quand même été un peu vite. UC de P égale E0 sur P plus moins, pardon, moins. Alors, je vais diviser par taux, ce sera plus simple. E0 sur 1 sur RC plus P. Voilà. Et en fait, regardez, le 1 sur P, c'est déjà celui que j'ai utilisé là-bas. C'est celui de l'échelon unitaire. D'accord? Donc celui-là, on le connaît déjà. Le E0 sur une constante plus P. Alors, Electron nous dit, j'ai pas compris pourquoi E de T, c'est E0 fois 1 sur P. Ah, ben, tu fais très bien de le dire, Electron. Le signal d'entrée, c'est un échelon. D'accord? C'est un échelon de hauteur E0. Nous, on le construit comme disant U de T, c'est E0 fois un échelon unitaire de temps. L'échelon unitaire de temps, c'est l'échelon qui fait 1 de hauteur à t, pardon, j'ai très mal dessiné, à t égale 0. Et il se trouve que ce signal-là, l'échelon unitaire, sa transformée de Laplace, c'est 1 sur P. Voilà. Et d'où le E0 sur P pour l'échelon unitaire. Voilà. C'est bon? Ça va mieux comme ça? C'est un des signaux de référence en fait. Parmi les signaux de référence que je vous ai donnés la dernière fois sur Laplace, hein, je vous le rappelle, il y a l'échelon unitaire. Et l'échelon unitaire, on a vu que ça transformait, c'était 1 sur P. Et il y a le Dirac, qui est une impulsion, d'accord? Et on a vu que lui, ça transformait de Laplace, c'était 1. Voilà. Donc ça fait partie des signaux à connaître pour les transformés de Laplace. Donc, si je reviens en temps, d'accord? Il me reste juste à identifier ce terme-là. Alors, pour identifier ce terme-là, on va aller voir un petit peu du côté de tout ce qui est, transformé de Laplace. En fait, il y a des tables, hein, je vous souvenez, je vous en avais montré la dernière fois. Donc, on y va. Hop. Transformer Laplace. Je veux les tables, s'il vous plaît. Tac. Et vous en repérez une. Ah, je vous ai montré le mauvais écran. Tiens, c'est rigolo. Ah ouais, c'est pas du tout mon écran, ça. Où est-ce qu'il est? Ah, attendez. Je crois qu'il vous montre le mauvais. Tac. C'est mieux, ça. Hein, vous voyez mieux, là, quand même. Donc, excusez-moi. Du coup, vous repérez, moi, le terme que je dois chercher, c'est quelque chose de la forme 1, E0, donc fois 1 sur une constante plus P. D'accord? Exponentielle de AT, c'est 1 sur... Alors, moi j'utilise P, eux ils utilisent Z, mais c'est pas grave, c'est la même chose. 1 sur P moins A, donc c'est typiquement une exponentielle que j'ai là. D'accord? Donc, si je reprends mon petit bout de papier en me servant de ce que j'avais tout à l'heure, en fait, ce que j'ai, c'est E0 hop, que multiplie l'échelon unitaire, d'accord, moins E0
exponentielle moins t sur RC. Voilà. Là, je vous ai abrégé les calculs, hein. Je me suis simplement servi de la table en, comment dire, en donnant la constante comme valant 1 sur RC. PDP Maker nous dit donc là, on essaie de résoudre la même chose que tout à l'heure en utilisant Laplace. Bah, c'est plus compliqué, je trouve. Alors tu vas voir PDP Maker, qu'au final, pas du tout. Et donc là, vous retrouvez le résultat de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que vous avez un E0, facteur de, alors moi je l'ai écrit en U de t, mais ça revient à faire une fois U de t, donc ça revient à faire moins 1 moins exponentielle moins t sur RC. Voilà. Juste là, vous voyez, ma notation n'est pas très heureuse sur le U de t. Mais vous voyez qu'on s'en sort très facilement et très directement. Pour rebondir sur ce que nous disait PDP Maker, n'oubliez pas que pour l'instant, ce que je vous ai montré, ce sont des systèmes d'ordre 1. Ça va être un petit peu moins rigolo quand on va dépasser l'ordre 1. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, ce qu'on a, c'est uniquement des équations de la forme a fois une dérivée, plus b fois la fonction, égale quelque chose. Mais, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je cette formule-là? D'accord? Et bien, cette forme-là, à résoudre, ça va pas être joli du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Alors, pour les petits curieux, en fait, hein, pour ceux qui veulent la méthodologie, quand vous voulez résoudre ça, en fait, vous calculez un delta, d'accord, qui est le b carré moins 4ac. Alors, vous avez la même approche, d'abord, vous devez calculer une solution particulière plus la solution de l'équation sans second membre, sauf que là, même l'équation sans second membre, elle n'est pas si facile que ça. Et pour la calculer, vous calculez un delta, et en fait, en fonction du delta, vous allez avoir différents cas. Vous allez avoir un comportement qui va être, par exemple, hop, alors, apériodique, d'accord. Vous allez avoir un comportement qui va être critique, et vous allez potentiellement avoir un comportement qui est périodique, amorti ou pas amorti. Voilà. Alors comment je note les dérivées secondes en df sur dt au lieu des primes'? Très bonne question. Tu les notes d2f sur dt2 pour la dérivée seconde, d3f sur dt3 pour la dérivée troisième, et ainsi de suite. Voilà. dnf sur dtn pour la dérivée énième. Bonsoir Sergent Taliesin et bienvenue à toi. Voilà. Donc là, vous imaginez, degré 2, déjà, ça se résout encore à la main, ok, mais ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment pas rigolo. Hop, attendez, je vais enlever la question de l'écran. Voilà, j'espère y avoir répondu. Là, vous avez besoin exactement, d'un discriminant, comme pour les équations classiques d'ordre 2. Alors, si je suis à l'ordre 3, bah, ça devient encore plus compliqué. Si je suis à l'ordre 4, 5, 6, 7, 8, ça devient vraiment pas rigolo. Et voire, il y a des fois, je n'ai même pas de solution analytique. D'accord? Maintenant, prenez la même chose en termes d'équation made in Laplace. A P2F plus BPF plus CF égale G de P. Ce qui me fait AP2 plus BP plus C F de P égale G de P. Et ce qui me fait donc F de P
égale mon G de P sur AP2 plus BP plus C. Et là, en fait, c'est là qu'est toute la magie autour de la place. Alors généralement, le G va lui aussi s'écrire sous forme d'un polynôme, hein, ça va sans dire. Et vous allez réussir à avoir comme ça des équations qui vont se ramener en fait, à des choses qu'on sait manipuler. Voilà. On se ramène en fait à des fractions rationnelles quand on travaille sur la fonction de transfert. Et on va vraiment obtenir des choses qui sont beaucoup plus faciles. La seule chose qu'il va nous falloir savoir faire, c'est que la plupart du temps, la fonction de transfert, c'est-à-dire que, je vous le rappelle, c'est la sortie sur l'entrée, c'est aussi la réponse impulsionnelle, d'accord, dans l'univers de la place. Eh bien, en fait, elle va se ramener à quelque chose qui va être de la forme, alors je dis n'importe quoi, un AP2 plus BP plus C que divise A'P3 plus B'P2 plus C'P plus 1. Voilà. Et en fait, tout notre travail va systématiquement être réduit à des fractions rationnelles, à des fractions de polynômes en P. Voilà. C'est quoi ce zigouigoui de transfert? Ah, ça c'est un H majuscule. C'est juste que ça chie la classe, un grand H comme ça. Tu vois, c'est moche ça. Ça chie quand même vachement plus la classe de faire un H. Ah, non, t'es pas d'accord? Ah, c'est juste un H majuscule. Voilà. PDP Maker nous dit on peut revenir sur la page détaillant le calcul du premier ordre. Yes. Faut juste que je la retrouve. Hop. Dans l'approche, d'accord? Tu écris ta transformée de Laplace, d'accord? Et la transformée de Laplace d'une dérivée, c'est PU, enfin c'est P fois la transformée de Laplace moins les conditions initiales. Ici, ça vaut 0, on éjecte. Donc, tu remplaces ces termes-là, là-haut, puisqu'en plus, Laplace est une transformation linéaire, donc la somme de deux éléments, c'est le Laplace de... Enfin, Laplace d'une somme, c'est la somme des Laplaces, et ainsi de suite, donc t'as pas de problème. Tac, t'écris ça comme ça. L'échelon, tu vas le ramener à un E0 fois 1 sur P, puisque la fonction échelon, c'est 1 sur P. Donc, maintenant, tu vas factoriser en UC de P. Donc, ça fait UC de P, facteur de 1 plus PRC, égale E0 fois 1 sur P. Tu places le 1 plus PRC de l'autre côté, et tu obtiens, en fait, la forme de la réponse. Alors, le PRC vient d'où? Le RC vient de là, et la dérivée, c'est PUC de P. Donc la dérivée en temporel devient le PUC de P en Laplace. Voilà. C'est là qu'est la magie de Laplace. La dérivée, qui est un opérateur assez compliqué, devient une simple multiplication par P dans l'espace de Laplace. Ça va? Still good? Donc au final, tu vois, tu te ramènes toujours à des choses qui se ramènent à des équations assez simples. Il nous fait bof, PDP. N'hésite pas à préciser s'il y a des choses qui ne vont pas. Donc tu vois, la dérivée en temporel devient un PUC de P. Alors J-25 nous dit, mais où Laplace a été chercher cette idée? On n'est pas dans sa tête, hein, c'est compliqué de le savoir, puis je t'avoue ne pas être assez versé dans l'histoire des sciences pour être suffisamment précis là-dessus. Je pense quand même que faudrait regarder un peu l'antériorité par rapport à Fourier, mais à mon avis, c'était dans l'air du temps. C'est-à-dire que la transformée de Fourier et la transformée de Laplace, comme je l'expliquais la dernière fois, sont très cousines. L'une est juste un cas particulier de l'autre. Alors, attendez, je reprends avec PDP Maker. Il nous dit PUCP, ok. D'accord? Donc, tu as le PUCP fois RC. Donc, je me contente juste de passer le P de l'autre côté. PRC, UCP.
La transformée de Laplace d'une somme, c'est la somme des transformées de Laplace. Donc maintenant, UC, transformée de Laplace, UC de P. L'échelon d'amplitude 0, sa transformée de Laplace, ça va être E0 fois 1 sur P, qui est la transformée de l'échelon unitaire, de l'échelon de hauteur. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu es toujours avec moi? Sur cette ligne-là, tu es bon, tu es avec moi, PDP? On n'est pas pressé, hein, donc ne vous inquiétez pas. Si ça passe pas, on continuera. Ah, le PRC qui rentre pas. Mais regarde. RC qui est là, c'est le RC qui est là. La dérivée dans l'espace temporel, quand je passe en Laplace, ça devient P fois UC de P. Donc ça me fait RC fois P, UC de P. RC fois P, UC de P. Voilà. C'est bon? Ah, voilà, c'est cool. Et René-Paul Mage nous envoie une vidéo. Mais il ne faut pas être désolé, PDP. On est là pour répondre à vos questions. Donc, tant qu'il y en a, vous les posez. D'accord. Ah, bah, une super une vidéo sur Laplace. Bah, écoute, René-Paul, on va aller regarder ça. Juste, je finis de donner l'astuce. Quand vous êtes arrivé à quelque chose qui est une fraction rationnelle, c'est-à-dire une division de deux polynômes, l'idée, c'est toujours la même. C'est de la décomposer en une somme d'éléments simples. Ces éléments simples, ils sont de la forme 1 sur une constante plus P, ou on verra un autre type d'élément simple un peu plus tard. Donc là, tout le calcul, c'est pour trouver la valeur de A et la valeur de B de ma décomposition. Mais en fait, au final, ce que je veux, c'est voilà, c'est cette décomposition-là. D'accord? C'est quelque chose sur P, plus, moins, on s'en fout, quelque chose sur 1 plus tau P. Parce que ça, ce sont des éléments faciles pour faire le Laplace inverse. Donc, à chaque fois, la démarche, ce sera la même. Hein. C'est prendre le problème, l'écrire dans l'espace de Laplace, isoler la variable qui nous intéresse, ça devrait nous donner quelque chose qui est une fraction rationnelle, décomposer cette fraction rationnelle pour réussir ensuite à faire le Laplace inverse et à revenir en temps. Voilà. Le gros intérêt, c'est que cette démarche-là, elle marche aussi pour les équations d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir représenter des choses beaucoup plus complexes que notre fameux système d'ordre 1. Un système d'ordre 1, fondamentalement, c'est pas passionnant, c'est pas le truc qui fait sourire un physicien. Pourquoi? Bah parce que vous le connaissez maintenant, le système d'ordre 1, hein, c'est le passe A ou c'est le passe O. Donc quand j'en calcule le gain, d'accord, c'est quelque chose qui, généralement, voilà, il est hyper prévisible, il est plan jusqu'à sa valeur critique, puis il a une comment dire, il a une pente asymptotique caractéristique. Voilà. L'ordre 2, on verra un petit peu ce que ça donne la prochaine fois. Et en fait, au final, quand vous avez des systèmes plus compliqués, on les décompose sous forme d'ordre 1, d'ordre 2, et pas plus. Donc en fait, pour l'instant, vous n'en voyez peut-être pas beaucoup l'intérêt, mais le gros intérêt, il va être ensuite. C'est-à-dire, il va être lorsque vous allez vouloir représenter des choses beaucoup plus compliquées qu'un simple ordre 1. Voilà. Quand on va faire nos amplis hop, quand on va faire nos amplis, quand on va reboucler des choses, eh bien, on va retomber en fait sur des équations. Vous vous souvenez, hein, mon fameux schéma. Hop, voilà. Eh bien, en fait, tout ça, on va les travailler dans l'univers de Laplace. Donc ça, ce sera le H de P, qui est la réponse impulsionnelle du phénomène physique que j'essaye de maîtriser. Et s'il n'est pas gentil avec moi, eh bien éventuellement, je lui mettrai un joli contrôleur, d'accord? C'est-à-dire que je passerai par une boîte intermédiaire, je vais appeler C,
qui me permettra de le stabiliser, d'éviter qu'il drift. Voilà. Autant moi, je suis assez difficile à empêcher de drifter, autant les systèmes, c'est beaucoup plus facile. Et on va quand même pouvoir, avec tout ça, on va avoir les outils mathématiques pour réussir à stabiliser des systèmes. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh bien, ça va être la façon dont notre système réagit. D'accord? C'est-à-dire que quand vous rebouclez quelque chose, quand vous prenez la sortie et que vous le rebasculez sur l'entrée, bah, des fois, ça fait des bonnes choses, et des fois, au contraire, le système va ne pas être stable. D'accord? Et on a besoin de l'arsenal mathématique pour traiter ces choses-là. Vous allez voir, ça va se faire tranquillement. On va étudier des choses qu'on appelle le lieu de Black, le lieu de Nyquist, des systèmes. Et on va apprendre à repérer graphiquement, ça ressemble un peu à la bague de Smith dans la philosophie, c'est-à-dire que vous allez avoir votre joli système. Votre joli système, quand vous le parcourez en fréquence, il va avoir un certain parcours dans l'espace des complexes. Et en fonction des particularités de ce graphe, on va être capable de dire, ah ben mon système, il est stable, il n'est pas stable, il est stable quand je le reboucle, ou il n'est pas stable quand je le reboucle, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est vraiment la base de la base de la base. C'est pour ça qu'on y va doucement, c'est pour ça qu'on prend notre temps pour bien comprendre la place. C'est pour ça qu'on y repassera aussi une ou deux séances. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore tout compris, mais on en a besoin pour l'étude des stabilités et l'étude des systèmes. Voilà. Electron nous dit, question, j'ai jamais compris les transformer en Z, ça sert à quoi? Tout ce que j'ai écrit là, ce sont des systèmes qui sont continus en temps. C'est-à-dire que tu as un U de t qui est une fonction continue, et tu as une sortie qui est une fonction continue. Sauf qu'en pratique, c'est vrai quand tu as des systèmes, par exemple, avec des transistors ou des choses comme ça, tu vois, qui travaillent en temps continu. Lorsque tu as un calculateur numérique, eh bien en fait, tu fais des mesures régulières sur ton signal, d'accord? Et entre deux mesures régulières, tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc tu as une vue du système qui est échantillonnée. Voilà, tu prends, avec un métronome en fait, tu prends une valeur régulière dans le temps. Du coup, ton système, il travaille en temps discret et il va te sortir des résultats en temps discret. L'extension de tout ce qu'on a fait en temps continu au temps discret, c'est une transformée particulière qui s'appelle la transformée en Z. Voilà. Donc ça aussi, on pourra jouer avec. Très pratiquement, en fait, dans l'électronique analogique, on travaille plutôt en Laplace. Dans l'électronique numérique ou dans le contrôle discret de processus, avec un calculateur qui fait des mesures, qui fait des actionnements, mais avec une horloge interne qui cadence les événements, avec un convertisseur analogique numérique qui fait des mesures régulières, etc. Eh bien là, tu travailles en transformé en Z. Voilà. J'espère que ça répond un petit peu à ta question, Electron. Voins nous dit jamais entendu parler de la transformer en Z. D'accord. Non, écoute, on y viendra, mais on a tout le temps là. Là, on a déjà un long chemin à faire sur les systèmes à temps continu, crois-moi. PDP nous dit autant la semaine dernière j'étais largué, là j'ai bien compris, la vitesse convenait à mon neurone atrophié. Alors déjà, je t'ai vu streamer, crois-moi, le neurone n'a rien d'atrophié du tout, du tout, du tout. Et en pratique, voilà, c'est pas un raisonnement qui est naturel, la transformée de Laplace. Donc c'est pour ça que j'y vais avec des grosses pincettes. Il y a eu un premier passage difficile dans vos petites têtes, mais qui a fini par rentrer, et qui était le passage au nombre complexe, qui n'est pas naturel du tout. Laplace, on réétend encore ces résultats-là, donc c'est normal que ce soit pas naturel. Ne vous stressez pas si tout n'est pas compris pour le moment. Voins nous dit, ah non, du black. Ah écoute, je peux t'en montrer du black que j'en ai là. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Représentation de black, ça ressemble à ça.
Donc, on représente en fait dans un même... je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois hein, de tout ça. Mais on représente dans un graphique en fait le gain en décibels par rapport à l'angle, d'accord, par rapport à l'argument de H, et on le fait en partant de oméga égale 0, puis pour plein de valeurs de oméga. Et en fait, notre système, il va parcourir une courbe comme ça. Et cette courbe qui est parcourue quand je balaye les oméga, ça s'appelle le lieu de Black. Voilà. Donc là, tu vois, c'est le lieu de Black d'une représentation, enfin d'une réponse harmonique d'un système de premier ordre. Donc voilà, c'est à ça que ça va correspondre. Et on va avoir comme ça, en fait, les représentations classiques que tu vas manipuler autour de la synthèse et de la compréhension des systèmes. Il y en a 3 et tu en connais déjà une. La première que tu connais, laisse-moi la retrouver, on doit bien en avoir quelque part par là. C'est le diagramme de Bode. Hein. C'est le gain et l'argument représentés sous forme de deux graphiques. D'accord ? Vous vous souvenez, le module et la phase. Voilà, ça c'est le diagramme de Bode. La deuxième représentation qu'on va introduire la semaine prochaine, c'est la représentation de Black. Voilà, donc qui va vous permettre de représenter, en fait il est un peu équivalent, hein, il vous montre un peu la même chose. Et la troisième représentation qui va nous servir, c'est la représentation de Nyquist. Voilà, où là on va représenter la partie réelle en fonction de la partie imaginaire. Et chacun, en fait, de ces petits schémas a des vertus en fonction de ce que vous essayez de représenter. Tiens, pour s'amuser un petit peu, si on prend des fonctions de transfert un peu plus compliquées, regardez, une équation différentielle un peu plus poilue, ça c'est pour PDP, ça. On est en degré 2, on a une dérivée seconde, une dérivée première et la fonction, et un actionnement U de t là. Voilà. Donc vous voyez clairement l'équation différentielle d'ordre 2. La fonction de transfert associée, c'est ce truc-là, c'est pas forcément chouki. Et quand on veut faire la réponse indicielle, hein, donc la réponse à un échelon, on obtient des choses qui sont pas forcément mignonnes, mais on va pouvoir les mettre sous des formes sympas. Et sous des formes sympas, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que vous avez une somme de choses qui sont soit des termes de premier ordre, soit des termes... Non, c'est premier ordre, ça c'est une constante, premier ordre, ça c'est une constante, premier ordre. Donc vous voyez, on va pouvoir se ramener à des cas qui vont bien. Et ces cas qui vont bien, on va pouvoir se ramener à des exponentielles. Voilà. Donc au final, votre équation différentielle d'ordre 2 qui est là, qui n'est pas forcément une sinécure à résoudre dans l'espace temporel, en passant par la place, on trouve la solution d'abord dans l'espace de la place, puis par la transformée de la place inverse dans l'espace sous la forme d'une somme de 2 exponentielles. Et ça s'y prête bien. Bonne soirée Arpenteur, faites beaux rêves. De toute façon, on va pas tarder nous aussi. Voilà. Comme dit Tréguy, il a tout à fait raison. On croit tous que ce qu'on sait faire est facile et ce que font les autres est compliqué. Mais complètement. Voilà, il faut juste se poser. Faut pas avoir peur. Faut vraiment se dire, voilà, regardez, ça, c'est une constante. Donc il n'y a pas de raison que ça me fasse peur. Ça, c'est une constante aussi. Il n'y a pas de raison que ça me fasse peur. Ça, par contre, c'est pas une constante. Donc ça, j'ai intérêt à regarder parce qu'il y a un P dedans. Donc en fait, j'ai 3 termes, 1, 2, 3, qui sont reliés par des sommes et qui sont multipliés par des constantes, donc je m'en fous un peu. Donc au final, ces choses-là, il ne faut jamais perdre de vue ce que vous manipulez. De toute façon, c'est toujours vrai dans les équations. Qu'est-ce qui varie? Donc là, c'est du Y2P, donc c'est les P qui m'intéressent. Là, ils ont très mal nommé P1, P2, P3. J'aurais mieux aimé qu'ils les appellent A, B, C, ça aurait été plus clair. Mais voilà, au final, l'équation qui était bien tordue tout à l'heure, en la résolvant avec la place, on arrive à revenir dans l'espace temporel sans trop se casser un bras. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà.
Écoutez, je crois que c'est quand même pas si simple que ça. En tout cas, on y reviendra une nouvelle fois. Voilà. PDP nous dit sincèrement, j'ai retrouvé ce soir le plaisir de faire des maths, car à partir d'un certain niveau, je trouve ça beau. Merci Rancune. Bah écoute, je suis content que. Voilà, moi aussi, je trouve que les gens vous prennent toujours pour un fou quand vous dites ça. Mais il y a un côté esthétique dans les équations. Et très souvent, surtout en physique, quand l'esthétique n'est pas là, c'est que vous êtes embarqué dans une voie pas forcément, comment dire, pas forcément bonne. Voilà. Donc, ne négligez pas le côté joli, le côté symétrique, etc., etc., parce qu'il est important, en fait, tout simplement. FR nous dit merci Rancune, c'est quand même bien plus compréhensible que tous mes cours de maths réunis. Bah, pourtant, tu sais que là, c'est pas très rigoureux, donc des fois, je frissonne un peu en utilisant certaines tournures de phrases. Mais je sais que si je fais très rigoureux, en fait, on perd le sens. On perd le sens profond des choses. Donc, je préfère pour l'instant qu'on fasse ça des fois un peu à la hache, qu'on en comprenne le fond. Et quand on a compris le fond, après, on posera la rigueur. Tu vas voir, ça va mieux se combiner. En tout cas, je préfère enseigner de cette façon-là. Faire toucher du doigt, parce qu'après tout, la physique, ça se touche, ça se goûte. Bon, des fois, ça brûle et ça vous empoisonne, mais quand même, ça s'expérimente. Et après seulement, on met la couche de théorie qui permet de modéliser les choses. Voilà. Sur ces bonnes paroles, écoutez, il est 22h30, donc je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Première étape importante, donc Laplace, on a vu l'équivalent en temps, l'équivalent en Laplace pour les systèmes du premier ordre. Oui, il faudra en refaire encore un coup, PDP, mais il n'y a aucun souci, on y passera le temps qu'il faut. FR nous dit, tu utilises Madame Rancune comme cobaye. Alors non, j'évite parce que elle fait de la physique, mais au milieu des chimistes, et j'ai pas envie qu'elle expérimente sur moi pendant le repas, en fait. Donc je suis prudent. c'est le secret de la longévité, vous le savez. C'est moi qui vous remercie, Arsla. Merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à mercredi. Voilà. Et puis, vous inquiétez pas. Petit peu de maths, mais une fois la petite colline passée, après on va se régaler et c'est exactement comme le reste. On va traduire ça en circuit, on va traduire ça en physique, on va traduire ça en réel, en jouet. À très bientôt. Ciao, bye bye. Hop. J'ai perdu mon écran de fermeture. Si, ça y est, il est là. Au revoir.